Valentin partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Allez, ce soir avec nous, Monsieur José Saez, qui a été 2 ans à Angers, a rejoint Valenciennes en national en 2004, et aussi qui fait sa montée en 2002 avec Valenciennes aussi, et qui monte en Ligue 1 juste après en 2006. Il passe sa 10e saison à Valenciennes. C'est plus de 210 matchs avec Valenciennes, comme c'est énorme. Bonsoir José Saez, qui est en enregistrement, hein, bien sûr, entre parenthèses. Bonsoir José. Bonsoir à tout le monde. Excusez-moi, bonsoir, oui c'est vrai, il faut savoir que l'émission est enregistrée lundi à 14h, voilà, vous savez tout, vous chers auditeurs, et avec moi bien sûr, hein, donc merci d'être là José Saez, mais aussi j'ai oublié, hein, faut pas que j'oublie, mes chroniqueurs, hein, Florent, Thomas et Émilie, bonsoir vous trois. Bonjour, bonsoir, ouais. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Je dirais bonsoir toute la soirée, comme ça. Ce sera nickel, comme ça, pas de souci. Allez, on va enchaîner tout de suite. N'oubliez pas, à YouTube, quand on aime le foot, on parle foot. Vous pouvez tout revoir tous nos podcasts. Sur Twitter aussi, on retransmettra toutes les phrases qui vont passer maintenant avec José Saez, et on retransmettra juste après l'enregistrement, on retransmettra toutes les phrases de vous, chers auditeurs, que vous voulez réagir. Et Skype, on aime foot auditeur. Pour la deuxième partie de l'émission, on sera en direct, hein. Ne nous quittez pas après José Saez, on aura la suite de l'émission en direct. Hein. Donc on aime foot auditeur si vous avez envie de réagir sur le deuxième débat avec nous. Allez, notre invité ce soir, José Saez, qui va choisir son débat. Donc je vais les proposer, sois bien à l'écoute José. Le premier, donc c'est le passage par le Qatar annonce-t-il la fin d'une carrière, ou il manque quoi à Valenciennes pour être dans le top 3 de la Ligue 1? Quel est ton choix? Le deuxième choix. Deuxième choix. On va parler de Valenciennes. Ça m'étonnait. Je me suis dit, il va peut-être pas choisir, peut-être le Qatar. On sait jamais. C'est normal. C'est votre club. C'est votre club depuis 10 saisons quand même. C'est énorme d'avoir autant de fidélité. Allez, c'est parti. C'est rare. En plus, on en reviendra après. Donc, allez, c'est parti. Premier débat. Il manque quoi à Valenciennes pour être dans le top 3? Faut savoir que Valenciennes, c'est actuellement 7 matchs gagnés, 4 nuls et 4 perdus. Une différence de 12 buts. Alors, il vous manque quoi actuellement pour passer, pour être sur le podium, José? Je pense qu'aujourd'hui à domicile on fait le plein, et après je pense qu'à l'extérieur si on veut être un peu plus haut, faut prendre des points à l'extérieur. Mais je pense qu'aujourd'hui il manque que ça, parce qu'à domicile je pense qu'on négocie bien les matchs. C'est vrai. C'est vrai que j'ai regardé un petit peu Valenciennes à domicile, c'est vrai que c'est quand même impressionnant, c'est assez énorme. Il me semble que il me semble qu'il y avait que Brest qui était invaincu, enfin hormis Valenciennes, mais donc à Valenciennes, je crois qu'il y a trois matchs nuls si je me souviens bien, parce qu'il y a eu un match nul dernièrement le mois dernier face à Montpellier, mais sinon il y a eu 3 matchs nuls, sinon c'est que des victoires avec des cartons face à Lorient justement, puis face à Marseille aussi. Et c'est vrai que moi je trouve que par rapport aux années précédentes, Valenciennes, c'est surtout offensivement que c'est vraiment impressionnant cette année. Offensivement, il y a vraiment du feu dans les jambes. Non, c'est sûr, on est plus. Quand vous s'en libérez. Oui, on a une équipe un peu avec de l'expérience maintenant. On a beaucoup de trentenaires, des mecs qui ont été dans d'autres clubs, qui ont un peu galéré. Aujourd'hui, je parle au niveau offensif. Hein. Au niveau offensif, aujourd'hui, on se fait plaisir et ça nous réussit, tant mieux. Et justement, alors la question qu'on se pose, parce que on voit bien que Valenciennes offensivement, ils sont au top. Hein, faut pas se le cacher. C'est quand même la meilleure attaque à égalité avec Lyon. Hein, on est actuellement, faut pas se le cacher. Donc, est-ce que vous prenez pas trop de buts? Est-ce que actuellement vous prenez pas trop de buts, ce qui fait que il y a peut-être une différence sur certains matchs, quoi, et c'est là que peut-être que vous pêchez. Ouais, c'est sûr, je pense pas qu'on prend trop de buts. On n'a pas pris de valise, on n'a jamais eu de but d'écart, donc ça va. Mais je pense qu'au niveau offensif, on est un peu mieux.
Et après, c'est sûr, à domicile, c'est pas d'aujourd'hui on est efficace. Hein. Ça fait 10 ans que je suis là et je crois que tous les statistiques à domicile, on était très bien. Ouais, J'aimerais effectivement quand même souligner une chose, c'est que Valenciennes cette année a son nouveau stade depuis quelques semaines, le stade du Hainaut, et en général on sait que c'est très très difficile de réussir dans des nouveaux stades, dans des petits bijoux de technologie. Est-ce que vous, Joël, ça vous a un petit peu bouleversé ce changement de stade ou pas du tout? La première année dernière, oui, on n'a pas, c'était pas évident. Le premier match amical, c'était contre Dortmund. On a dans notre nouveau stade et ça faisait un peu bizarre parce qu'on déjà nous ont baladé et après par rapport au public, c'est normal de prendre leur marque. Donc c'était pas évident, mais bon, je pense que cette année, il y a un rapport du public est magnifique et ils sont derrière nous, ça se sent. Et je trouve qu'à Valenciennes, il y a surtout l'apport d'un joueur qui était un peu, on va dire, en creux de la vague, qui était très prometteur un temps. C'est Anthony Le Tallec devant aussi, je trouve, qui est assez important. Et puis après, bon, il y a des joueurs comme Kadir aussi qui, on va dire, qui flambent. Mais je pense effectivement que c'est cette osmose qu'il y a entre avec des joueurs effectivement qui sont dans ce club depuis longtemps. Il y a un gardien Pendo aussi qui est là depuis un moment. Mais je trouve que c'est un club justement qui est bien où les joueurs se connaissent bien. Il y a un collectif vraiment intéressant et c'est ce qui manque justement à pas mal d'équipes. Non, c'est sûr, on a 2-3 joueurs qui ça fait 10 ans qu'ils sont là. Il y a d'autres qui sont arrivés il y a 6-7 ans, donc c'est vrai qu'on se connaît bien et après pour les nouveaux ils s'adaptent vite. Donc mais ça c'est depuis toujours, hein, depuis qu'on est à Valenciennes, il y a pas, c'est un petit club et on avance bien et on travaille bien, donc il n'y a pas de souci pour les nouveaux. Donc comme le Tallec, comme d'autres qui sont arrivés avant, et c'est bien pour ça. Ouais, on voit bien qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés, qu'ils ont percuté tout de suite assez rapidement et qui sont arrivés, surtout le Tallec qui a fait une grosse un gros truc. Mais est-ce que Valenciennes actuellement peut se dire qu'on peut viser la 3e place ou c'est trop haut actuellement pour ce club-là? Non, on se prend pas la tête, hein, on joue et on a tellement galéré de toujours jouer le maintien les années précédentes qu'aujourd'hui on profite. Hein. Après, c'est vrai que ça part un peu de nous aujourd'hui, mais tant mieux, hein, parce que vaut mieux être là qu'être relégable. Donc on sait ce que c'est être relégable et cette année on va en profiter et aller le plus loin possible, si on peut. Après, moi, si je peux justement parler sur l'éventualité d'un podium à Valenciennes, je pense que le club peut effectivement se maintenir à peu près à ce niveau, on va dire jusqu'au mois de mars. Mais après, quand la fin de saison approche, je me demande si le manque justement d'expérience, de fait de jouer le haut niveau, est-ce que ça peut pas jouer justement en défaveur, parce qu'il faut pouvoir tenir pour se maintenir en haut, surtout sur les dernières semaines. C'est quand même, quoi qu'en ayant joué le maintien. Fait, hein. Ouais, je sais, mais bon, c'est pas le cas tous les ans. Montpellier, j'ai envie de dire que c'est presque une exception. C'est quelque chose quand même de difficile. Maintenant, Valenciennes, c'est vrai qu'à jouer le maintien, parfois, non, je veux dire, ouais, souvent, oui. Je veux dire, est-ce que le côté mental, parce qu'il faut quand même avoir un sacré caractère et un sacré mental pour pouvoir lutter pour le maintien, surtout dans les derniers matchs d'une saison, est-ce que ce côté-là peut aider à Valenciennes à arracher une place vraiment tout en haut du tableau en fin de saison? Je sais pas. Après, le problème aujourd'hui, c'est faut qu'on ait un effectif assez important pour tenir jusqu'à la fin. Là, on a déjà perdu 2 joueurs pour des longues blessures. Donc, nous, il reste 5 matchs avant la trêve. Et je pense qu'après la trêve, faudra voir l'état des mecs et on verra bien comment ça va se passer à la deuxième partie. Mais je pense que si on continue comme ça, après il y a la fatigue, c'est pour que ça soit en haut du tableau ou en bas de tableau, il y a la fatigue et les matchs on les aborde pareil. Ouais, d'autant qu'il y a quand même des gros matchs là qui attendent Valenciennes avant la trêve. Il y a quand même la réception de Paris, puis 3 jours après il y a un déplacement à Rennes. Je pense que, à mon avis, si je veux miser une petite pièce, je dirais que selon la place de Valenciennes, moi,
à la fin des matchs allés, après la réception d'Évian. Je pense que Valenciennes peut finir, pourquoi pas faire une belle surprise et pourrait finir dans les 5 premiers. Le podium, je veux sans vouloir être pessimiste, le podium ça me semble quand même vraiment délicat parce qu'il y a des équipes comme Lyon, comme Paris, Marseille, bon même s'ils font un peu le yo-yo, il y a Bordeaux, il y a Lille effectivement aussi, il y a Saint-Étienne. Je veux dire ça fait quand même beaucoup de monde pour pas beaucoup de place. Mais Valenciennes effectivement produit du jeu. S'il y a pas des blessures en cascade ou un gros coup de mousse qui arrive parfois en général dans une saison, je pense que Valenciennes peut, pourquoi pas, finir dans les 5 premiers. Je trouve que ce serait une belle surprise, ce serait bien. Non mais alors effectivement, donc là José, Chris effectivement disait on voit effectivement que les gros clubs actuellement ont des difficultés, ce qui ne semble pas être le cas finalement de Valenciennes, mis à part le petit accro à Saint-Étienne, donc il y a quelques jours. Un gros match qui était attendu entre deux équipes très en forme. Finalement, ça s'est joué sur des détails. Est-ce que finalement, la force de Valenciennes, c'est justement d'avoir souffert les années précédentes et de plus prendre la tête et de jouer un peu plus libéré finalement? Non, non, comme j'ai dit, on joue, nous, le premier match nous a fait du bien. On a gagné à 3 le premier match, et à partir de là, on a gagné à domicile et on a lancé notre saison de bon pied et je pense qu'aujourd'hui, on essaie de continuer et ça fait tellement plaisir de jouer le haut de tableau qu'on veut y rester. Donc après, si on peut embêter certaines équipes, on va pas se gêner et surtout à domicile où on est performant. On veut un petit peu plus que les embêter et en ce moment, enfin, moi qui suis effectivement beaucoup l'actualité sportive et notamment le journalisme sportif, ce qu'on a pu voir notamment ces derniers temps, c'est que l'un des plus grands critiques du football, donc à savoir Pierre Ménès, n'hésite plus à dire maintenant qu'il passe ce samedi soir devant Valenciennes parce qu'il se régale et que c'est un jeu à la barcelonaise. Finalement, cette comparaison avec Barcelone, est-ce qu'elle est un petit peu de trop? Est-ce qu'elle dérange ou c'est juste un peu non, je pense que c'est un peu exagéré. Barcelone, c'est Barcelone, hein. On va pas, ils sont uniques, donc après de toute façon les journalistes, un jour c'est blanc, un jour c'est noir et tant mieux qu'ils nous fassent des éloges, mais comparé à Barcelone c'est un peu idiot parce que ça peut enflammer certains, mais je pense que nous on joue comme on sait et on se compare à personne. Vous avez un groupe qui est sain surtout, donc on le sent bien dans le jeu, il y a beaucoup de connaissances entre vous, et c'est vrai que c'est beau à voir finalement, parce que dans des situations qui paraissent très compliquées, Valenciennes arrive toujours à s'en sortir, comme à Bastia par exemple il y a quelques semaines. Oui, il y a un bon groupe, on est 20 joueurs capables de jouer, donc après il y a la concurrence, mais elle est saine, et c'est sûr que les matchs comme à Bastia où je pense que le match était difficile à 2-1, et je pense, et Kadir nous a remis le match dans notre sens et on a gagné. Enfin bon, qu'il y a de la confiance et il y a de la réussite et tant mieux pour nous. Mais pour ma part, je pense que Valenciennes a ce truc en plus par rapport à certaines autres équipes qui sont qui sont dans la première partie de tableau, comme Rennes, j'allais dire même comme Toulouse. C'est surtout en fait que c'est une équipe qui s'est tellement battue justement pour se maintenir en Ligue 1, a tellement sorti les tripes souvent justement pour pouvoir réussir à rester. Je pense que je sais pas ce que José pourra en dire, mais j'ai l'impression que niveau mental justement, le club s'est vraiment forgé un caractère et je vais pas dire à toute épreuve, mais a tellement lutté et j'ai l'impression que le club va pas justement avoir un coup de mou et se retrouver j'allais dire dans la deuxième partie de tableau d'ici la fin de saison, parce qu'il y a trop d'envie de bien faire et justement d'en finir avec ces saisons galères que je pense que à ce niveau-là, Rennes, par exemple Rennes et Bordeaux peuvent finir par exemple derrière Valenciennes. Enfin pour moi. Non, c'est sûr, là on profite et tant qu'il y aura cette efficacité, cette envie de jouer et de ramener des points surtout à domicile et essayer de faire le mieux à l'extérieur, ça, je pense qu'il y aura pas de souci, mais bon, faut toujours faire attention, on parle beaucoup de nous mais nous sur le terrain on calcule pas, on prend plaisir à jouer et surtout à être des compétiteurs, donc ça marche bien cette année et ça va continuer. Et donc vous jouez sans pression, ouais. Non, pas de pression, non, c'est comme je dis,
On est quoi? On est 8 ou 9 trentenaires, on a près de 150 matchs en Ligue 1 et il y a des années où on n'a pas réussi, on n'avait pas ce brin de chance, moins de confiance, et cette année tout le monde là, donc on en profite et c'est très agréable de comme ça. Donc, José, sur un truc, le coach, votre coach s'est plaint du jeu développé contre Reims. Est-ce que cela vient du physique? Est-ce que vous commencez à pêcher un petit peu peut-être physiquement, ou cela vient d'avoir une équipe de Reims qui joue assez défensif quand même? Non, je pense qu'on n'a pas fait un très bon match, mais bon après. On va pas faire 38 matchs à bloc, hein, et 38 matchs beau jeu, je pense. Mais après, il y a des matchs comme l'année dernière, ces matchs-là, on les perdait et aujourd'hui, on les gagne. Donc, il y a une réussite. C'est pas que Reims jouait défensivement, ils nous ont bien contré, nous ont bien un peu baladé en première mi-temps et on n'a pas su répondre en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, on aurait pu aggraver la marque. Mais voilà, il y a des matchs comme ça où faut plus se défendre et tenir le résultat, c'est ce qu'on a fait. On a pris les 3 points, c'était le plus important. Ouais, c'était pas la première équipe venue non plus, hein, depuis le début de saison, ils ont quand même embêté pas mal de monde, donc finalement, je suis pas étonné d'avoir vu Reims faire de la prestation face à Valenciennes, même si Valenciennes, au final, a réussi à faire ce qu'il fallait. J'ai pas compris la question, pardon. Alors, c'était plus un constat. Là, effectivement, on disait, oui, Valenciennes a un petit peu du mal face à Reims. Moi, je suis pas tout à fait d'accord, dans le sens où Reims, jusqu'à présent, bon, certes, en termes de points, s'en sort bien, dans le jeu, s'en sort bien, et embête pas mal de monde. Donc, d'avoir fait un bon match à dit, c'est pas, c'est pas, Reims n'a pas joué défensivement, ils nous ont bien, je vais pas dire baladé, mais ils ont bien, surtout la première mi-temps, ils ont pris le jeu à leur compte, ils ont eu des occasions, et malheureusement, ils n'ont pas marqué. Sur la première occasion qu'on a de dire, on marque. Après, comme on a en réussite, je pense, et comme on a bien défendu, on a gardé ce score-là jusqu'à la fin. Mais moi, j'ai fait un bon match, hein, Reims, ils étaient plus efficaces, et je pense qu'ils auraient ramené des points de Valenciennes, hein. Mais moi j'ai une petite question aussi pour José, parce que bon là, on arrive bientôt à la fin des matchs allés, donc vous aurez déjà bientôt affronté tout le monde. J'aimerais savoir de son point de vue qui est-ce qui voit, enfin même si c'est toujours difficile de répondre, mais qui est-ce qui voit en fait qu'est-ce qu'il voit comme équipe qui serait supérieure, enfin je veux dire depuis le début de saison sur la régularité, hein, en prenant tout en compte à Valenciennes. Quelles équipes l'ont impressionné ou quelles équipes sont pour lui supérieures à Valenciennes? Je pense qu'il y a la première équipe, je pense c'est Lyon, hein, on les a joués là-bas et Lyon reste Lyon, hein, c'est costaud, c'est efficace et personne n'était une pièce sur eux au début de saison, mais je pense que c'est les plus réguliers, les plus efficaces aujourd'hui. Et donc moi j'ai Vas-y, finis. Non, il y a d'autres, on peut dire d'autres équipes, hein. PSG, ça c'est sûr et certain. Je pense qu'il y a une équipe où un peu en difficulté, mais ils sont que à 4 points de nous, c'est Lille, où ils ont du mal cette année, un peu plus de mal, mais bon, je pense à reste costaud, et après t'as Bordeaux, Saint-Etienne, et Toulouse aussi, où on a eu du mal là-bas. Donc, et moi j'avais une autre question aussi, et on va finir là-dessus. Vous êtes les outsiders de la Ligue 1, faut pas se le cacher, hein. Mais est-ce que actuellement vous vous sentez avoir les épaules de jouer cette place d'outsider au cas où qu'il y en a un qui lâche, automatiquement on peut passer devant comme Marseille qui peut lâcher à tout moment ou d'autres équipes comme à Saint-Etienne qui peut tomber, on sait jamais. C'est au niveau des joueurs. Est-ce que vous pensez avoir la capacité, avoir les épaules pour passer au-dessus de tout ça? Et comme vous le dites tout à l'heure, vous avez des matchs que vous perdez l'année dernière et cette année vous les gagnez. Alors, c'est peut-être l'année ou jamais. Non, on essaye de faire le mieux possible au niveau des points. Déjà, on a 25 points et je pense que c'est déjà pas mal. Je pense que c'est la première fois qu'on a ça depuis que je suis en Ligue 1. Donc, non, on joue match après match. On sait que on est là-haut au classement et là, on va à Nancy et on sait que on va s'attendre à un match difficile, mais si on arrive à prendre des points là-bas, on avancera encore un peu plus et ça montre qu'on fait du bon boulot et après, pour le classement, on calcule pas encore, on essaye d'avoir, si on peut atteindre 30 points l'après, ça serait bien.
Alors, oui, une question quand même qui me choque un petit peu, qui me vient à l'esprit. Ces derniers temps, quand on regarde Valenciennes jouer, on peut voir qu'il y a un quatuor offensif qui réussit absolument tout, avec un Matt Dosevi qui est absolument méconnaissable depuis le début de saison, un Fouad Kadir, on n'en parle même pas, Galdani se retrouver. Est-ce que finalement, aujourd'hui, Valenciennes et sa réussite tient beaucoup aussi à la réussite de ces joueurs-là? Est-ce qu'on n'a pas un peu peur qu'avec un petit coup moins bien ou une blessure d'un de ces 4 joueurs-là, finalement, Valenciennes soit un petit peu moins bien derrière? Oh, encore, il n'y a pas que les 4, hein. Il y a Greg plus jeune, c'est pas obligé, qui est gros buteur, et je pense qu'il peut jouer aussi en attaque. Et à Boubacar, on a 3 numéro 9 qui peuvent marquer, donc après c'est plus facile quand on a des mecs qui sont en forme et qui nous mettent des buts, des passes décisives, que quand on n'arrive pas à marquer, on doit défendre et à la fin du match on se prend un compte et on prend un but. C'est sûr aujourd'hui que ce soit de Séville, Kadir, Dani qui est le Talek ou Pujol, ils sont en réussite et ça nous fait du bien, surtout à ceux qui sont un peu plus défensifs, parce que on a confiance en eux et pour jouer c'est plus facile. C'est quand même plus cool de jouer avec effectivement plus de réussite et plus de points et moins de pression qu'en étant relégable, en se disant merde là faut qu'on prenne 3 points sinon on va être dans la zone rouge. Là finalement c'est un peu plus tranquille en ce moment, les entraînements, il y a beaucoup moins de pression, c'est plus calme finalement. Ouais, c'est plus calme, non, mais bon, on est 20 joueurs, tout le monde veut jouer, donc maintenant il y a les entraînements, ils sont animés, ça joue et tout le monde veut essayer de gagner sa place, et si c'est comme ça, c'est tant mieux pour tout le monde. Ça montre qu'on se laisse pas aller, qu'on travaille tout le temps pour gagner sa place et en match jouer. Moi, j'ai une petite question aussi. C'est en fait parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, Valenciennes a souvent eu donc du mal en fait dans les dernières saisons. Mais est-ce qu'il y a quelque chose, enfin, je sais pas mentalement, ou est-ce que vous avez fait une réunion en début de saison, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, je veux dire, pendant la préparation d'avant-saison, qui pourrait expliquer justement le fait que vous avez, que vous ayez ces résultats-là? Est-ce que vous êtes dit des choses que vous ne disiez pas avant, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans la préparation d'avant-saison, la préparation physique, mentale, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait expliquer justement le fait que vous y arriviez mieux cette saison que les années après? L'année dernière, il y a eu une nouvelle entraîneur, donc il y a eu l'adaptation de tout ça, et je pense que cette année, je pense qu'il y a eu plus de choses qui sont passées peut-être pas dans le vestiaire, mais que ce soit entre le staff et les joueurs, il y a eu plus de respect, plus de sérieux. Quand quelqu'un arrive en retard, ça tombait, ça tapait, donc que ce soit pour les jeunes ou pour les vieux, ça a été mis en place, et je pense tout le monde prend pareil. Et aujourd'hui sur le terrain, c'est pareil, hein. Quand tu fais une connerie, faut assumer, parce qu'on sait qu'il y a d'autres mecs qui veulent jouer, et je pense que tout le monde est sérieux et qui va aller de l'avant pour prendre sa place, et je pense que c'est important ça. On est compétiteur, et avec la réussite, tout ça, c'est pour ça qu'on arrive à prendre des points. Ouais, c'est pas comme à Paris actuellement, hein. On voit la différence. Non, ça y est. C'est pas comme à Paris, voilà. Je taquine un peu. Non, voilà. On arrive vers la fin de ce premier débat. Merci à José Saez. Et avant de nous quitter, tous les invités ne doivent pas louper cette marche, et c'est la dernière marche de l'émission, bien sûr, à ne pas louper automatiquement. Donc c'est simple, José, il faut juste répéter cette phrase. Ici, José Saez, j'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. Ici, José Saez, j'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. RTS Radio. Voilà, c'est pas mal, c'est bien, il a un peu trébuché, voilà. Ouais, non, franchement, c'était très bien, parce que la plupart y arrivent pas, donc non, c'était très bien. Très bien. Ils entendent loin en plus. C'est pour ça. C'est vrai, c'est peut-être vrai. Ça passe pas à Valenciennes. À Valenciennes, il n'y a pas le 4G ready, hein, comme dirait notre ami Gad Elmaleh. En tout cas, merci à toi, José. C'est un énorme plaisir de nous avoir de vous avoir dans notre émission. Merci beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui. Merci. Bonne journée et à bientôt. Merci. Bonne continuation en tout cas, hein. Puis allez bien alors. Bonne continuation, et moi personnellement, j'y crois à
à la fin sur le podium Valenciennes comme Montpellier l'année dernière. Allez, VA Valenciennes, VA champion de Ligue 1. Oh là là. Vas-y, allez, ça y Oh est, là là. moi je mets de l'argent, vas-y, je suis un fou. Non, moi je mettrais juste européen, ça serait déjà très bien. Moi, dans Ouais, les 5 premiers, moi, j'ai Ouais, dit allez. les 5 premiers, ça peut. C'est faisable. Allez, Ouais, de toute façon, bon, c'est tout ce que je souhaite. c'est bien. José, j'en suis sûr qu'il signe pour les 5 premiers. Ouais, ok. voilà, il le dit pas vraiment, il le dit pas. On a essayé, mais non. Allez, on se retrouve juste après ça. Merci, à tout de suite. Football, un média créé par des supporters. Articles, interviews et encore plein de choses à découvrir sur Football. Venez découvrir football.com. Tout le monde s'en fout.fr avec des chroniques, des pronos. Tout le monde s'en fout, mais on le dit quand même. Jeunefoot.com. Publiez votre article, toutes les actus foot, Ligue 1 et Ligue 2 et plein d'autres blogs. Jeunefoot.com. Allez voir ce site. Allez, tout de suite, nous retrouvons Christopher et ses chroniqueurs pour le deuxième débat. Allez, de retour dans Quand on aime le foot, on parle foot, le podcast de José Saez. On le remercie d'être venu dans notre émission. Cette émission a été enregistrée bien sûr lundi. Voilà, vous savez tout, chers auditeurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc j'accueille mes chroniqueurs qui sont là ce soir. Brice, Thomas et Émilie. Bonsoir vous trois. Salut. Bah voilà, on entend. Oui, et toi? Écoute, bah, nous on est toujours là, enfin on est tout le temps là, enregistré oui et non, enfin on est tout le temps là quand même. Oui, mais oui. On n'entend pas Émilie. Est-ce qu'on entend Émilie ou pas? On fait des tests radio. Oui, c'est bon. Ah, elle est là, elle est Elle est présente. toujours là, tu sais bien, c'est la princesse de RTS, elle est tout le temps là, enfin on est sur toutes les émissions maintenant d'habitude. C'est vrai. Alors, nous, n'hésitez pas, Brice a peut-être quelques réactions Twitter, justement, de ce podcast avec José Saez. Vas-y, Brice, on t'écoute si t'en as quelques-unes. Ouais, il y a eu quelques-unes. Alors, on avait lancé un petit débat pour savoir si Valenciennes était devenue la nouvelle grande équipe du Nord. Vous doutez bien que pour les Valenciennois, c'est le cas. Pour les Lillois, non, c'est loin d'être le cas. Et pour beaucoup de tweetos, enfin, tout le mérite revient aux dirigeants de Valenciennes qui, ils ont réussi à remplacer Philippe Montagnier de la meilleure des façons, puisqu'ils ont ramené Daniel Sanchez et qui réalise du bon boulot et qui continue à proposer un jeu très alléchant et très intéressant pour le public. Ok, très bien. Alors, on va continuer sur Twitter, n'hésitez pas, on va prendre ce deuxième débat. Le PSG peut-il finir la saison sans trophée? Là, c'est le grand débat de ce soir. Ouais, voilà, ça serait le rêve pour Thomas, bien sûr, supporter de Marseille. Mais bon, enfin, ça, passons. C'est autre chose. Faut savoir que maintenant, le PSG peut jouer la Ligue des Champions, le championnat et la Coupe de France. C'est les seules choses qu'ils peuvent jouer. Ils ont été éliminés en coupe de la Ligue, ne l'oublions pas. Ils sont tombés aussi contre Nice ce week-end, 2-1, et actuellement 4e du classement. Donc on va commencer tout de suite, cher chroniqueur. La première chose, c'est que l'année dernière, ça allait quasiment bien. Ils étaient 2e, et Ibra arrive avec Van der Wiel et tous les autres, et on voit que tout se casse la gueule. Alors je sais pas qui veut commencer, mais il y a un problème de management. Honneur aux femmes, moi j'ai envie de dire, on va être galant. Chris, on va être galant. Mimi, si tu as un avis, moi je te laisse parler de la première et après je fais l'avocat du diable. Vas-y. Vas-y, Mimi. Il n'y aura pas besoin de faire l'avocat du diable, hein. C'est moi l'avocat du diable. Ah, on va être deux alors. Vas-y, commence. Honneur à toi, je t'en prie. Les billets n'apportent pas les trophées, tout simplement. En tout cas, on le voit bien. On le voit bien que ça n'apporte pas les trophées. Ça, je te le confirme. Non, ça, c'est vrai. non, mais c'est le PSG, on achète des joueurs et tout va bien aller. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça se passe au Monopoly. Oui, dans la vraie vie, non. Ça c'est très bien comme phrase, on va la garder, je crois. Non mais clairement, moi je suis complètement de ton avis. Et d'ailleurs, on en a eu la preuve ces derniers temps, ces dernières semaines avec Manchester City. Tout le monde dit oui, City c'est génial, ils sont champions d'Angleterre, ils ont gagné la première ligue. Oui, attendez, il y a quand même 300 millions d'investis en 3 ou 4 ans pour une seule première ligue et une pauvre coupe à moustache. Donc clairement, c'est pas rentable. Donc d'investir dans le foot, c'est toujours à perte. Abramovich a investi plus d'1,5 milliard, il a mis quasiment 10 ans à gagner la Ligue des Champions. Donc clairement, je suis de ton avis, les billets, ça fait pas tout. Alors, moi j'ai une petite question à vous.
quelle est la différence entre Marseille, Lyon, Saint-Etienne qui sont actuellement devant Paris? Quelle est la différence entre ces trois clubs? Parce qu'on voit bien que Paris... Les billets, oui. Les billets, bah oui, ça commence par là. Non, mais on voit bien que Marseille arrive à faire des choses avec un effectif réduit. Alors est-ce qu'ils arriveront plus tard? Ça c'est autre chose. Lyon continue à avancer au fur et à mesure avec un effectif assez forgé, avec justement des jeunes qui arrivent. Voilà. Mais Saint-Etienne a un très bel effectif qui a été très très peu changé, ce qui a fait que ça a créé une cohésion. Alors est-ce qu'il n'y a pas ce problème de cohésion avec justement avec cet Ibra, cette Vanderville qui est arrivé, on a l'impression que c'est un cousin hollandais qui est arrivé pour lui. Enfin, il y a une grosse différence quoi avec ce qu'on attendait quoi. Non, c'est l'Amérique, Vanderville. Vas-y, Mimi, je t'en prie. Non, mais mis à part le prince et sa fortune, trop de confiance tue la confiance. Je veux dire, on peut. Mais pareil, on peut avoir des super bons joueurs, mais à partir du moment où il n'y a pas l'uniformité dans le groupe, on peut rien faire. Faut pas oublier, à un moment donné, que ce soit dans le foot masculin, et le foot féminin, c'est un sport collectif. Et c'est à partir d'une collectivité qu'on y arrive, et pas à partir de talents individuels. Alors, justement, Émilie, tu parles justement de talent individuel. Il faut savoir qu'il y a des problèmes internes au Paris Saint-Germain. On en parle dans quasiment tous les médias et justement Ancelotti s'en est plein parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent dans les médias. Donc, la problème, est-ce que c'est pas un problème interne? On a parlé de problème de liberté. À Chelsea, ils étaient, Ancelotti on le sait très bien comment ça se passe à Chelsea dans tous les autres grands clubs. Quand on dit que tu joues pas, que t'es sur le banc, on ferme sa bouche automatiquement. Et en France, c'est différent. C'est pas un petit peu, c'est différent. Donc, est-ce que justement Ancelotti a un peu laissé cette liberté de travail comme il avait à Chelsea, en ayant laissé la liberté aux joueurs de faire ce qu'ils avaient à en faire, que c'était à eux de gérer leur temps comme ça se passait à Chelsea et tout allait très bien. Sauf qu'en France, il y a une différence, c'est que il y a moins ces oreilles à côté où justement on joue au foot et on fait quasiment que ça et on n'a pas le temps de sortir à droite à gauche. Donc problème interne qui fait qu'il y a trop de liberté, trop de choses comme ça. Est-ce qu'il faut pas recadrer les choses? Ancelotti, est-ce qu'il a les bras actuellement de recadrer les choses avec ses problèmes internes? Alors vous avez un peu entendu parler de tout ça. Clairement, Chris, je pense que Paris va recruter Patrice Evra et Domenech rien que pour aller chercher la taupe qui est au PSG dans les vestiaires. C'est les spécialistes des taupes, donc avec un peu de bol, ils vont peut-être la trouver cette fois-ci. Non, clairement, mais on s'en fout de ce qui passe dans le vestiaire. Mimi a tout à fait raison. Là, aujourd'hui, Paris a construit une équipe à coups de millions il y a 3 mois. Et ils veulent avoir tous les titres possibles et inimaginables tout de suite. C'est absolument impossible. Personne n'a réussi à gagner des titres, et j'ai bien personne dans l'histoire a gagné des titres en aussi peu de temps. Donc il faut effectivement laisser du temps au PSG, et effectivement, là ils gagneront des titres. Mais aujourd'hui, Paris a certes les individualités pour gagner des titres, mais n'a pas le collectif pour les gagner, et est très loin de l'avoir. On est bien d'accord. Je me demandais tout à l'heure quelle est la différence entre Lyon, entre Lyon, Saint-Etienne, Marseille et donc le PSG. Clairement, c'est la formation. Aujourd'hui, Lyon, depuis 2 ans, ça se base sur sa formation pour gagner de l'argent. Saint-Etienne le fait depuis toujours. Marseille le fait depuis quelques mois. Paris, au contraire, aujourd'hui, ils sont dans une ligne tout à fait différente. Ils partent sur du recrutement massif. La formation, c'est la base. La formation, c'est un système de jeu que t'inculques à des jeunes joueurs pendant 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Le recrutement, tu le fais, c'est sur un instant T. Donc automatiquement, on prend l'exemple de Barcelone. On en a parlé tout à l'heure on en a parlé effectivement avec José Saez pour Valenciennes. On disait Valenciennes, c'est le Barça du Nord. Pourquoi? Parce que Valenciennes, au-delà de recruter des joueurs, a un système effectivement de formation et de pérennité des joueurs et de long terme. Valenciennes va pas voir effectivement son jeu à court terme, mais à moyen voire à long terme. Paris veut à court terme gagner des titres, et Paris, en calculant à court terme, va se casser la gueule. C'est obligé. Ah ouais, donc ouais, tu les vois pas avancer sur tout ça en tout cas. Pas avancer sur la continuité du Paris Saint-Germain. Tu penses que Paris Saint-Germain, plus même en fin de saison, va pas arriver à avoir les titres qu'ils veulent avoir actuellement?
c'est le championnat en tout cas en premier lieu, et ils avaient peut-être parlé aussi un peu de Ligue des Champions. Mais il faut quand même qu'on soit concret au bout d'un moment. L'objectif pour Paris cette année, et ça serait effectivement une grande chose, c'est d'arriver en quart de finale de Ligue des Champions. Là, ça serait un objectif atteint. Plus, ça serait complètement utopique. En championnat, si Paris gagne le championnat et donc gagne la première division, ça serait logique. Si ils la perdent, s'ils ne sont pas champions, clairement, ils vont se faire tirer dessus par tout le monde. Mais qu'ils la gagnent pas, finalement, quelle importance? L'important, on le sait maintenant, en France, c'est même plus d'être champion. Ça rapporte rien. C'est au contraire d'être en Ligue des Champions l'année qui suit. Et d'autant plus maintenant avec les nouveaux systèmes financiers et de primes instaurées. Donc, moi, j'espère, honnêtement, personnellement et économiquement, j'espère pour le PSG qu'ils ne seront pas champions. Parce que clairement, un PSG champion, les primes, elles vont être absolument hallucinantes. Et plus qu'hallucinantes pour les joueurs. Et là, Paris, par contre, a un vrai danger. C'est Nicolas qui le disait, effectivement, l'an passé. Il préférait être deuxième que champion. Pourquoi? Puisque les primes, effectivement, l'auraient ruiné. Et c'est le cas. Marseille, effectivement, il y a quelque temps, disait, il vaut mieux être deuxième que champion, puisque être champion, ça inclut de donner des primes de victoire et donc de championnat et de titres qui sont absolument énormes. Ouais, alors, mais pour le PSG, c'est pas un gros problème. Pour le PSG, c'est pas un gros problème pour ça. Oui, c'est peut-être pas un gros problème, mais après, tout dépend de comment tu négocier les contrats. Et je pense pas que Zlatan, par exemple, ou Thiago Silva, ou Thiago Motta, ou Van der Ven, ou autre, ou même Alex, aient des primes, effectivement, de champion qui soient à moins d'1 million d'euros. Ça m'étonnerait énormément, si tu veux. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Brice, il y avait une petite réaction Twitter qui confirmait un petit peu, tout ça, et il y en a peut-être d'autres, hein. Vas-y, dis-nous. Non, il n'y en a pas eu depuis, mais en gros, ouais, la réaction qu'on a eue, c'était en effet que le PSG devra prendre son mal en patience, parce que c'est pas en investissant tout d'un coup qu'on va obtenir les résultats attendus et escomptés. Ouais, et puis c'est pas, pardon Chris, c'est pas tout d'un coup, mais s'ils croient, et je pense qu'ils se mettent le doigt dans l'œil, c'est que en continuant sur la lignée qu'ils ont engagée, c'est si en rajoutant encore des valeurs plus fortes en termes de joueurs, qui continuent à racheter de nouveaux joueurs, de nouveaux talents qui vont y arriver, c'est pas comme ça. C'est vraiment pas comme ça qu'ils vont y parvenir. Et apparemment, c'est ce qu'ils croient, hein. Ils continuent. Mais justement, tu m'as un peu grillé la question, mais c'est ce que j'allais dire. S'ils rajoutent ces valeurs marchandes, si justement ils vont chercher des autres joueurs avec des valeurs un peu plus aussi fortes. Mais le problème, c'est que ils ont acheté des joueurs l'année dernière et en début de saison. On se rappelle d'Alex, on se rappelle de Thiago Motta, on se rappelle d'autres joueurs comme ça, mais ces joueurs-là actuellement ne brillent pas. Faut être réaliste, ils ne brillent pas. Et Pastore, actuellement, c'est la même chose. Ces 3 joueurs ont été achetés par le Qatar et actuellement ne brillent pas. Qu'est-ce qui manque dans cette équipe? Moi, je pense qu'il y a un gros manque de confiance, quoi. C'est énormissime, j'ai l'impression que ces joueurs-là sont tellement attendus, tellement haut, qu'il y a une grosse pression au Paris Saint-Germain. Mais c'est clair et net. C'est même pas un manque de confiance. Je veux dire, à un moment, il faut se poser, regarder son effectif, mettre un plan de jeu en route, faire une feuille de match digne de ce nom et les faire bosser, les gars. Les faire s'entraîner ensemble, les faire techniquement trouver des combines qui aillent avec leurs valeurs propres à chaque joueur, mais qui collectivement peuvent coller. Aujourd'hui, c'est pas posé. Vous avez une petite mallette de billets derrière vous, vous êtes sur un portefeuille doré, allez-y. Mais non, c'est jamais comme ça qu'on a fait fonctionner un club. Je veux dire, on rentre pas dans l'histoire à coups de billets. Aujourd'hui, le club a besoin de se poser, ils regardent leur effectif, ils construisent quelque chose, et là, à ce moment-là, ça pourra donner. Mais tant qu'ils feront ça, et même ils auront beau aller chercher du Drogba, du Beckham à rajouter à leur banc, ça changera rien. Ils feront toujours briller, alors oui, ils feront briller les plus grandes stars de leur équipe. À côté de ça, les individualités, comme tu disais Chris, ça brillera jamais, et ils en ont besoin dans leur plan de jeu. Donc aujourd'hui, même s'ils ont l'argent, c'est un vrai gâchis ce qui se passe au PSG. Alors c'est vrai que c'est un énorme gâchis. Ça, actuellement, vu comment ça se passe, vu les millions qu'ils ont mis, ça c'est clair et net, c'est un énorme gâchis. Moi, quand je vois Pastore jouer sur le terrain, il a pour moi un manque de confiance en lui, un gros manque de confiance en lui. Ça se voit.
sur le terrain, il est pas confiant. Et quand on voit qu'il y a un joueur qui est pas confiant, comme je vais prendre un exemple comme Gourcuff qui n'était pas confiant, et on voit qu'il y a une différence, le joueur n'est pas bon sur le terrain, et ça faut pas se le cacher. Moi j'ai envie de rebondir un petit peu sur ce que tu disais, Émilie. Manchester City l'année dernière a gagné justement cette première ligue, a acheté des millions, a acheté des joueurs à droite à gauche. On sait plus où il y en a, un effectif énorme qui est toujours autant énorme avec des joueurs à droite à gauche. On t'a pas entendu, Tom, mais tu vas répondre après. Il disait quasiment 60 joueurs pro, donc c'est absolument rien. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc il y a énormément de joueurs pro. Est-ce que le Paris Saint-Germain va devenir le Manchester City de la Ligue 1? Non? Non, tu t'es pas. Complètement d'accord. Bah moi je suis carrément pas d'accord. En termes d'effectifs, hein, j'entends bien. Ouais non, mais en termes d'historique et de parcours, non, c'est impossible. Tu les vois pas gagner à long terme, gagner une Ligue 1. Bah pour l'instant non. Une petite réaction sur Twitter, Brice. Vas-y, je t'écoute. Oui, donc beaucoup de Twitter, notamment Ous, nous dit qu'il faut laisser un peu de temps au PSG, que ça fait jamais que 2 ans que les Qataris sont arrivés et que donc faut un peu de temps qu'une équipe se crée et surtout sortir quelques grands joueurs parmi tous les nombreux achats qu'ils ont faits. Et surtout le problème et la peur de beaucoup de twittos, c'est le fait que à force d'acheter des joueurs un peu partout, le PSG, et surtout que le PSG n'a pas vraiment de centre de formation intéressant pour le club, ils vont avoir du mal à sortir et à aligner 4 joueurs en Ligue des Champions pour le futur, comme c'est obligé par la FIFA, par l'UEFA, pardon. Moi, je vais me permettre de rebondir tout de suite sur notre twittos, car il faut leur laisser un peu de temps. Oui, 2 ans, c'est déjà énorme. On voit pas d'évolution. Encore, on aurait 2 ans avec une évolution en termes de jeu, en termes de place, en termes d'objectifs. Oui, d'accord. Faut leur laisser du temps. Comme l'équipe de France, par exemple. On laisse du temps aux sélectionneurs. Là, le PSG, 2 ans, c'est énorme. Vous calculez le nombre de matchs, vous calculez le nombre de minutes jouées passées sur le gazon. Ils ont largement le temps. Et puis, c'est surtout qu'ils continuent à acheter des joueurs qui arrivent. Et puis derrière, ils en laissent aussi sur le banc, qu'on leur place dans une équipe, mais qui jouent pas, qui sont pas pris en compte, alors qu'ils ont énormément de talent. Donc laisser du temps, oui, mais à perte, non. Alors moi, je suis tout à fait de ton avis, et je serais même assez complémentaire avec ce que tu dis, car mis à part Zlatan, qui est l'atout numéro 1 du PSG, donc on connaît son salaire, on connaît son don de transfert. Aujourd'hui, les grosses satisfactions du PSG et les gros coups réalisés par le PSG aujourd'hui, c'est pas des Thiago Motta ou des Alex ou des Thiago Silva ou autres. Non, aujourd'hui c'est des Sakho, c'est des Rabiot, c'est des Verratti, c'est des Jalais. Donc c'est des mecs qui sont pas cotés. C'est des mecs pas cotés, mais qui effectivement vont se bouger pour l'équipe. C'est des mecs qui vont se tuer pour l'équipe et qui vont effectivement faire grimper le PSG. Et c'est ces mecs-là aujourd'hui qui n'ont pas été achetés à coût de 50-60 millions, mais qui vont effectivement réussir par leur talent, malgré qu'ils sont jeunes pour la plupart, à faire grimper le PSG. Tout le monde avait dit, Clément Chantôme, mon gars, casse-toi du Paris Saint-Germain, t'es mort, tu joueras jamais Thiago Motta, pardon. Aujourd'hui, Clément Chantôme a carrément pris la place de Thiago Motta dans l'entrejeu, et il est largement titulaire par rapport à lui. On avait dit Verratti, t'es tout jeune, mais jamais tu joueras. Verratti, c'est la plus grosse satisfaction du PSG depuis le début de saison. Rubio, le jeune Rubio, on avait dit, mais jamais tu joueras. Après 4 matchs, c'est pareil. Ils jouent maintenant très régulièrement. Ce sont des jeunes joueurs qui ont besoin de temps. Mais c'est par ces jeunes joueurs-là que l'avenir du PSG va se construire. Et c'est pas à coup de millions comme on a pu le voir jusqu'à maintenant. Ouais, mais ils sont obligés, comme l'a dit Brice, ils sont obligés justement d'avoir des joueurs dans l'effectif et qui sont sélectionnés. Après, voilà, comme tu le dis, ils sont sortis de l'effectif et heureusement, ils prennent de l'ampleur et ils passent devant des Thiago Motta et des choses comme ça. Mais justement, est-ce que ces joueurs-là n'ont pas été surcotés? Moi, je me pose vraiment la question. Non, mais en même temps, Messi, il est surcoté. Je suis désolé. En même temps, faut arrêter. En prenant des joueurs non formés en club ou en Ligue des Champions ou habitués aux grandes sélections, ils savaient très bien dans quoi ils s'engageaient. Donc quand on fait un petit mélange de poissons d'eau douce et de poissons d'eau de mer, on sait très bien qu'au final, il y en a qui vont y laisser des écailles. Hein. C'était très joliment dit. Et je suis tout à fait de ton avis sur un autre point, effectivement, qui rejoint un peu ce que tu dis. Aujourd'hui, Paris a recruté donc Zlatan en Italie, Menez en Italie, Verratti en Italie, Sirigu en Italie.
Alex en Angleterre a recruté limite dans tous les pays du monde, quasiment sauf en France. On demande à ces joueurs-là, habitués, donc Alex qui est un habitué de première ligne, à avoir des taxes, à une défense assez virulente, à venir jouer en France. S'il joue en France comme il joue en première ligue, il fait un match sur 10, le mec. Les gars qui ont acheté en Italie, ils sont pas habitués à défendre et avoir la même tactique qu'en France. Parce qu'en France, on fait attaque-défense. On n'est pas à 11 derrière à jouer coller contre, hein, clairement, pas comme en Italie. Hein. Donc aujourd'hui, ces mecs-là sont pas non plus habitués à jouer comme en France. Alors, je suis désolé, aujourd'hui, on a beau dire que la Ligue 1, c'est un championnat de deuxième division, entre guillemets, c'est quand même un championnat qui est beaucoup plus tactique que le championnat d'Italie, et qui est un peu plus intelligent défensivement et donc physiquement que la première ligue. Donc on peut pas demander à ces mecs-là, qui sont habitués à jouer dans des championnats tout à fait différents, à s'habituer à la France. Et ça peut pas se faire en 2 mois, ces choses-là. Donc il faut leur laisser le temps de s'habituer aussi à la France. On en a parlé, je prends un exemple tout compte, quand tu jouais Barton par exemple à Marseille, on avait dit Barton, mon gars, si tu joues comme tu joues en Angleterre, en France tu feras un match sur 15. Là Barton, depuis 3 matchs il joue, il a pas fait un méchant tacle, mis à part contre Lille dans son premier match, mais il a pas forcément été méchant derrière. Il a même été plutôt bon à Brest encore le week-end dernier. Donc, clairement, il faut leur laisser un temps d'acclimatation. Bah oui, mais pourquoi? Parce qu'on lui a laissé le temps. Parce qu'on lui a laissé le temps et qu'il était entouré de joueurs qui jouaient à un autre niveau et qui s'est acclimaté. Non pas parce que, le numéro 1 il jouait un tel, le numéro 2 il jouait un tel. Il y avait une homogénéité à la base. Et oui, ouais. Et on voit Lavezzi par exemple, Lavezzi qui a été pendant quelques temps à galérer en France, qu'il n'arrivait pas à trouver son jeu comme il était donc, en Italie. Alors c'était clairement dans le calcio un des plus grands joueurs depuis 2 ans du calcio. Et là effectivement, Lavezzi il a eu beaucoup de mal à trouver ses repères en France. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux depuis 2 ou 3 matchs, et c'est ce qu'il disait dans une interview ces derniers jours. Il faut que je m'acclimate. La France, clairement, c'est pas l'Italie, et la première division, la Ligue 1, c'est pas le calcio. Donc effectivement, il faut qu'il y ait un temps d'acclimatation assez important en fonction des joueurs, et ça, on ne prend pas assez en compte aujourd'hui au PSG. Ouais, non, mais je pense aussi, ça c'est sûr qu'il y a un temps d'acclimatation, mais attendez quand même, c'est des joueurs qui sont très grands comme Thiago Silva, par exemple, qui est annoncé comme le meilleur attaquant du monde, le meilleur défenseur du monde, et là il y a une différence de fou avec cette défense. Bon, après il est pas tout seul en défense, heureusement. Chris, je t'arrête tout de suite. Thiago Silva, à part jouer en Italie, il a joué où avant? Oui, mais qu'en Italie, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais quand on arrive en France, un championnat certes plus physique et tactiquement différent qu'en Italie. En Italie, quand même, il y a les tacticiens, mais c'est différent. Après, Thiago Silva, c'est sûr que c'était plus un vrai latéral qui montait très très souvent et qui défendait quand même, qui était très bon en défense. Après, voilà, moi personnellement, je m'attendais à avoir plus de ce point de vue-là. Je donne la parole à Brice pour une réaction Twitter, point de vue des propos de Thomas, je crois, non? Oui, bah exactement. Par rapport à ça, on a Jérémy Bata qui nous dit que, bah en effet, on a tendance à un peu trop sous-estimer la Ligue 1, parce qu'on voit que Chelsea, l'année d'après le rachat par Abramovich, a gagné directement la Première Ligue. Manchester City a mis 2 ans. Mais au final, ils ont gagné assez rapidement, alors que ce sont des championnats quand même où, a priori, c'est dominé par 4-5 grosses équipes, et après, le reste, c'est quand même pas d'un très haut niveau, alors que la Ligue 1 a l'intérêt, justement, d'avoir un niveau très homogène, où n'importe qui peut battre n'importe qui, par exemple, le PSG qui perd au Stade du Ré à Nice. Et ben voilà, donc... Merci Jérémy. Ce n'est pas un footix, Jérémy, je le dis officiellement ce soir. Voilà. Après, s'ils prennent le temps de se poser pendant les pauses, y a pas de souci, hein. Mais en tout cas, l'évolution, je vois pas quand ils vont avoir le temps de la faire. Hein. Ouais, donc je pense qu'il y a encore du travail. Après, moi, je pense qu'il y a d'autres choses à travailler et moi, je pense que ça vient de l'effectif. Il y a eu des grosses différences apparemment avec en interne avec Ibrahimovic. Donc ça, on peut me dire ce qu'on veut. Ça n'aide pas un groupe pour se former sur le terrain. Enfin, moi, je vais vous arrêter tout de suite. Pour moi, le problème vient pas de l'effectif. Faut arrêter de blâmer les joueurs. Pourquoi? Enfin, il vient de plus haut. C'est la gestion, c'est le management, c'est les joueurs qu'on amène. C'est comment on les entraîne, les lignes directrices qui sont affichées au club. Les joueurs sont pas à blâmer. Ils ont tous, si aujourd'hui ils en sont là, c'est qu'ils ont tous des qualités et un potentiel énorme. Faut juste savoir. À fond aussi, peut-être aussi, hein, attends. Mais carrément, ils ont pas la possibilité de le faire.
Ah, je suis pas sûr. Hein. Moi, je suis désolé, mais je pense que cet effectif-là peut bien aller plus loin que ce qu'on ne pense. Moi, je pense que la grosse perte du Paris Saint-Germain, comme tu le dis, peut-être qu'aussi c'est aussi tactiquement, je te rejoins un peu là-dessus, au niveau de l'entraîneur. Je suis désolé, Antoine Comboré, j'aurais jamais dû le virer, parce que c'était pas mal, même si c'était pas un joueur emblématique, un entraîneur emblématique, même si avec une énorme carrière quand même derrière tout ça. Mais il aurait pu, il connaît la Ligue 1, il connaît très bien comment ça se passe. Donc je pense que même avec un Ibra ou Koukes, il aurait pu recadrer ses joueurs. En plus, en connaissant l'homme, on sait très bien que cette personne-là est très 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 sévère. Donc automatiquement, il n'y aurait jamais eu d'écart. Il aurait pu gérer ses égos. Tout le monde dans tous les médias demandait à comment il va gérer ses égos. Il l'avait très très bien géré. Donc oui, mais il a géré les égos de Ligue 1, il a pas géré les égos Ligue des Champions. Oui, non, mais ça c'est sûr. Je suis d'accord. On peut parler que en faisant des si. Ça c'est clair et net. Mais je pense actuellement qu'il aurait peut-être un peu plus les épaules pour gérer peut-être ce groupe parce qu'il le connaissait bien avec ses joueurs français. Bon après voilà, Ancelotti est entouré de Makelele, mais attention, Ancelotti, est-ce qu'il écoute vraiment Makelele aussi ou quoi? C'est ça aussi, tout ce qui se passe en interne, je pense que il y a des choses qui se passent et on sait pas tout. Voilà. Alors moi je suis en train de bouillir en fait, là clairement je suis en train de bouillir. Là aujourd'hui Makelele, mais il a clairement aucun rôle au PSG. Aujourd'hui les décideurs au Paris Saint-Germain sont Carlo Ancelotti et Leonardo. C'est un duo, c'est un tandem qui s'entend pas forcément. C'est pas forcément un tandem qui s'accorde. Ancelotti il a été amené donc par le président donc, du Paris Saint-Germain, par le propriétaire. Clairement aujourd'hui, moi ce duo entre Ancelotti et Leonardo me fait penser un petit peu au duo de Saint-Etienne il y a quelques années, donc à Cayazo notamment et Romeyer. Deux personnes, deux présidents, deux dirigeants qui pouvaient absolument pas s'entendre. Ils passaient leur temps à se tirer dans les pattes et ils ont gangréné complètement Saint-Etienne. Et aujourd'hui, j'ai peur que ce soit ce qui se passe au Paris Saint-Germain entre deux fortes personnalités qui veulent, entre guillemets, le pouvoir sur le groupe professionnel. Tout à fait normal, ils sont là pour ça, ils sont payés pour ça, mais pas avec les mêmes directives. Et aujourd'hui, j'ai bien peur, malheureusement, que ces deux personnes passent leur temps plus facilement à se tirer dedans et à gangréner le groupe pro plutôt qu'à le faire évoluer. Aujourd'hui, à Paris, on sait même plus qui décide. On sait plus si c'est le président El Khelaïfi, on sait plus si c'est Leonardo, on sait plus si c'est Ancelotti, on n'en sait plus rien. Aujourd'hui, qui est qui, on sait plus qui décide, on sait pas. Clairement, si on le sait, non, on le sait quasiment pas. Clairement, on dit Leonardo, on a l'impression que c'est lui qui dirige, alors que c'est El Khelaïfi derrière, alors que c'est Ancelotti. Clairement, qui dirige. Donc, non, mais attendez, si il arrive, si le président de Paris, donc j'ai perdu son nom, mais qui achète Cristiano Ronaldo, qui achète Beckham, qui achète machin, et que Ancelotti, on lui impose les joueurs. Faut arrêter la vérité, même si. Donc dans ce cas-là, Ancelotti ne décide pas, c'est une figurine, c'est une marionnette. C'est le prince qui décide. Le prince il a payé, donc le prince il a payé, comme diraient les guignols. Tout à fait. Allez, on conclut là-dessus sur ce deuxième débat très très fourni du PSG. Je pense qu'on en reparlera prochainement parce qu'il y a encore des belles choses à savoir. Allez, on passe tout de suite au pronostic avec Émilie. Ah, on a rajouté quelqu'un, je crois qu'il nous a rejoint. Non, non. C'est pas fait exprès. D'accord. Donc on passe au pronostic alors. Vas-y. Ok. Alors on va passer au pronostic. Donc le premier match qui a été qui ont été choisis par Flo. Manchester City vs Manchester United. Donc pour le groupe de Quand on aime sur Facebook, ils sont assez indécis, donc ils voient soit une victoire de Manchester City, soit un match nul. Ok, super. Allez Thomas, ton pronostic. Alors ben moi clairement je me suis beaucoup intéressé à ces matchs dernièrement, ces deux équipes. Manchester City, clairement, ils ne prennent jamais de but. Ils en ont pris un seul depuis le début de la première ligue. Je parle pas de la Coupe d'Europe, ils en ont pris à foison. Mais clairement, en première ligue, ils n'en ont pas pris quasiment. Donc juste ça, c'est absolument incroyable. Par contre, United en prend mais énormément tous les week-ends. On attaque de feu, mais ils ont une défense absolument pourrie. Donc moi, je serais pour une victoire de City. Ok, Mimi, ok, bah non, Brice, ton pronostic, pardon. Moi, je vois bien une victoire de United. Manchester United. Un petit but de Chicharito.
Ah, El Chicharito. Très bien. Bah, nos tweetos, ça n'hésitez pas à pronostiquer Manchester City et Manchester United. Brice nous le redira en direct. Pour ma part, je vois que ça va être très très serré. Non, mais ce sont les classicos ou les matchs comme ça. La honte classico. Arrête avec quelqu'un, je vais te taper. C'est pas mais j'ai dit ces matchs comme classico. J'ai pas dit que c'était un classico. C'est derby. Ouais, c'est un derby si tu veux, mais pour ma part, ces matchs-là, derby ou classico, ça se finit souvent sur des matchs nuls. Donc moi je dis plutôt un match nul. J'ai dit derby ou classico. Écoute ce que je dis. Écoute. Il me provoque ce soir. Émilie, à toi. Émilie, moi, comme j'en ai aucune idée, je vais dire match nul. Eh bah, très bien. Bah, voilà, tu fais comme moi. Comme t'as aucune idée, tu fais match nul. Bah, c'est ça, hein. C'est mieux que de dire ne se prononce pas. Ok, donc on va passer au match suivant, Inter de Milan contre Napoli. Donc, le groupe sur Facebook voit une victoire Inter de Milan, mais c'est serré encore. Donc, à vos pronos. Ah, vos pronos. Alors, Thomas. Excellente émission de Xavier tous les vendredis soirs, d'ailleurs. Tout à fait, c'est très bien dit. Ton pronostic, voilà, tu parles. Vas-y, ton pronostic. Voilà, au passage, un petit coup de pub, tu vois, pour RTS, bien placé. Moi, franchement, c'est un match qui, pareil, j'hésite beaucoup parce que l'Inter, il y a un mois, je vous aurais dit, ils vont prendre une pause chez eux. Depuis, ils vont beaucoup mieux. Mais malgré tout, le Napoli me semble plus fort dernièrement et plus incisif et moins dépendant d'Hamsik, donc je vais dire effectivement le Napoli. Le Napoli. Ok, très bien. Brice, ton pronostic Inter-Napoli. Ouais, Napoli, clairement. Ah, voilà, comme ça c'est clair. Putain, je pense que la cote. Il est bien, on va le garder, Brice, il est bien, on va le garder. Mais je pense que la cote doit être pas mal. Enfin, ça à vérifier de votre côté, chers auditeurs, pardon. Pour ma part, moi, je verrais aussi le Napoli. Pareil, je crois que l'Inter n'est pas très très en forme. Allez, Napoli. Émilie, ton pronostic? Eh bien, San Siro un jour, San Siro toujours, Inter de Milan. Ok, d'accord. Elle prend tout le monde à contre-pied, ça j'aime. Comme d'habitude. Allez, dernier pronostic. Très en forme ce soir, les citations. Je me dis franchement ce soir, absolument en forme et incroyable, que de citations, que de proverbes. J'adore. Voilà. Merci. Donc on va passer à la dernière rencontre. Donc là, Saint-Étienne vs l'OL. Donc le groupe de Quand on aime voit une victoire et très très large de l'AS Saint-Étienne, bien sûr. Donc une grosse pensée à Flo. Tu vois, même tes membres, ils sont trahis sur ce coup-là. Donc, à vos pronos. Allez, Thomas, ton pronostic. Écoute, moi clairement, j'aime les membres et honnêtement, je vais suivre les membres. Moi-même, j'ai voté pour la SSE. Donc, non, je m'en déconne, j'ai voté pour un match nul. Mais je vais dire Saint-Étienne quand même, malgré tout, rien que pour embêter mon petit Flo. Parce que moi j'y crois et je pense que les Stéphanois peuvent s'adjuger ce derby. Juste pour une petite précision, si vous me permettez, chers reines des pronostics. Très rapidement, mon ami Thomas. Oui, on est en retard. Tu disais, Chris, avant que tu voulais savoir les cotes un petit peu avant donc du match entre l'Inter et Naples. Je les ai. L'Inter à domicile c'est 2,30, Naples c'est 2,90 et le nul à 3,25. Donc clairement c'est super serré pour tout le monde, même pour les bookmakers. Donc passons. Donc non, par contre je vais dire match nul. Ok, match nul. Ok, tu reviens sur ton pronostic. Non, je vais dire match nul, allez. Je rigole. Je vais te faire planer avec Flo, je vais pas trop l'embêter. Ça marche, allez, t'es pas vert ce soir. Brice, est-ce que tu seras du côté de l'OL ou du côté de Saint-Étienne? Je vais côté l'OL. Ah, côté l'OL, ouais. D'accord, victoire de Lyon. Ouais. Très bien. Et pour ma part, moi, ça sera un match nul, parce que je les vois match nul, pareil. Je vois ce match très très serré, je vois là Saint-Étienne très défensif, avec un OL qui va essayer de les bouger, mais sans vraiment les bouger, puis ça va être un match très terne. On va pleurer devant notre télé, je sens là. Émilie, ton pronostic? Les Verts. Ah, elle a fait une infidélité à Flo. Tu veux nous embêter? Bien. Oui, mais c'est mon acolyte, il va comprendre et je suis toujours la plus forte sur les pronos. Et comment t'as trahi Flo, sérieux là-dessus? Bravo. Je pense qu'il va mal le prendre. Oh, mais il va pas mal le prendre. Oh, ça va, la paix.
Très bien. Merci Émilie pour ses pronostics. Merci à Flo pour ses pronostics. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Déjà, un gros bisou à Flo, bien sûr. La première chose qu'il n'est pas là ce soir, mais il était là avec nous sur le podcast, donc un énorme bisou à lui. Un énorme bisou à Jean-Michel Badian qui devait être avec nous ce soir, mais quelques problèmes familiaux qui ont fait que vous ne pouvez pas être là. Donc on te fait un énorme bisou, je te dédicace même cette émission. Et bon courage pour la suite, de toute façon il sera avec nous, hein, vous inquiétez pas, il sera de retour bientôt. Merci à tous mes chroniqueurs, Brice, Thomas et Émilie, qui ont été là ce soir, qui ont été énormes. Alors, et merci encore à José. J'ai juste une requête en fait, si tu me permets. Oui, vas-y. Parce que à chaque fois on finit l'émission sur la phrase de l'émission, en fait. Là on l'a fait avec José un peu plus tôt, mais on l'a pas faite en fin d'émission, et moi ça me chagrine. Donc je pense que si Émilie et Brice sont d'accord, je pense que ça serait à toi de la dire cette phrase pour la première fois en fin d'émission en fait. Mais vraiment avec mort de rire. Vas-y. Alors, toi, je la donne, c'est ici Chris Rousseau. J'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. Alors je vais la faire. Vas-y, t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Je vais la faire. Mais je vais la faire en fin d'émission, juste après le jingle. Comme ça, il y aura pas de moquerie ou quoi aux caisses. Comme ça, je la ferai en fin d'émission. Ne vous inquiétez pas, il y aura pas une bafouille de trop. Donc voilà. Donc demain, bien sûr, on ne loupe pas. Liberté pour les auditeurs. 20h, 21h30 et 21h30. L-Sport qui reprend le relais. Et L-Sport, bien sûr, c'est avec Thomas et Émilie. Donc à vous la parole. Eh ben demain soir c'est The Eye of the Tiger, c'est Rocky qui est en scène, donc parole à Émilie. Oui, demain, nous recevons Émilie Sonvico. Je me suis pas trompée. Oh, tu l'as dit mieux que moi en fait. Bien. T'as vu? Nickel. Donc championne de boxe, donc demain une émission dédiée à la boxe chez L-Sport où on retrouvera toute l'équipe d'E-Sport. Eh oui, très bien. On vous retrouvera demain, ça c'est sûr et certain. Et jeudi, Motor Show. Et vendredi, à vos pronos sur RTS Radio. Et lundi, bien sûr, on n'oublie pas Andé avec Luzari, notre boss de RTS Radio. L'émission aussi phare de RTS Radio. Allez, on se quitte bien sûr, mes chers amis. On vous dit à mardi prochain avec encore un invité de marque et encore avec tous mes chroniqueurs. Je vous fais tous d'énormes bisous et comme prévu, bien sûr, je vais vous faire la phrase de l'invité qui, moi, bien sûr, je peux la faire. Je peux même mettre une phrase de l'invité si vous voulez aussi. Allez, je dis, ici Chris Rousseau, j'écoute quand on aime le foot, on parle foot sur RTS Radio et pas RTL Radio ou quoi que ce soit. Magnifique, elle était faite. Ouais, bravo, t'es trop fort. Bon, je l'ai dit 15 fois dans l'émission, je suis obligé de la faire bien. Bon, allez, messieurs. Chers auditeurs, merci. Sans vous, on serait rien. À très bientôt. Quand on aime le foot, on parle foot. Allez, salut. Ciao. Valentier partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat.